Bien, chers amis, ce soir, nous avons quelques amis libanais avec nous et ça m'a donné l'occasion d'avoir l'idée de reprendre un peu, récapituler un peu l'essentiel de ce séminaire, ou de moins de son début. Alors, je vais redire des choses que la plupart d'entre vous connaissent, mais à la fois, je crois que quand on fait ça, en général, les gens disent c'est bien, ça nous met les idées. Donc, excusez-moi pour ceux pour qui ce sera des redites. Quelle est votre question? Bon, vous allez les retrouver. Compris. Donc, j'ai pris les choses à partir de l'idée initiale de l'enseignement lacanien, l'inconscient structuré comme un langage. Je me suis dit que ce serait une façon de présenter les choses en allant vers le fond et en montrant comment cela s'est transformé dans l'enseignement de Lacan pour nous amener, ou pour l'amener à ce concept de la langue. Donc, cette formule est depuis les débuts du séminaire et des écrits de Lacan. Finalement, elle se transforme et devient, dans le texte L'étourdi de 1972, on trouve à la page 490 des autres écrits, je cite, « L'inconscient structuré comme un langage, c'est-à-dire la langue qu'il habite, est assujetti à l'équivoque dont chacune se distingue. » Nous avons essayé de doucement produire ce concept de la langue à partir des derniers enseignements de Lacan. Nous allons, au fond, récapituler une trajectoire de 5 ans, ce qui est strictement impossible. Donc, on ne va pas détailler le parcours, mais tracer quelques grandes lignes, en commençant par essayer de rappeler ce que signifie l'inconscient structuré comme un langage, pour aboutir ensuite à la formule finale, que je viens de vous citer, c'est-à-dire la langue qu'il habite. Au fond, ce que nous allons parcourir, c'est une sorte de déconstruction progressive de l'inconscient structuré comme un langage pour faire le passage à la langue. Et cela nous amène à ce que nous avons déjà annoncé dans ce séminaire, au fond, un nouvel inconscient. Donc, ce serait le titre du séminaire de ce soir, un nouvel inconscient. Je vais d'abord commencer par les deux grandes notions qui ont charpenté l'explication de structurer comme un langage, la métaphore et la métonymie. Vous savez sans doute que ces deux notions sont posées et mises en forme de mathème dans l'instance de la lettre, texte célèbre de 1957. Je vais y accorder un premier temps de cet exposé, car c'est le point de départ qui nous permettrait de vous montrer d'où ça vient et comment ça s'est transformé. Ensuite, nous ferons une petite pause après cette première partie, cette moitié d'exposé, car c'est peut-être un peu complexe. Et si vous souhaitez poser des questions de précision, on aura quelques minutes pour le faire. Ensuite, je ferai la deuxième partie du topo et on aura ensuite une petite discussion. Mais les discussions de fin d'exposé sont en général difficiles parce que vous avez subi un long exposé et c'est difficile de réagir. Alors peut-être pourrait-on faire le mois prochain, comme nous avions l'habitude précédemment de le faire ici, c'est-à-dire comment une personne relance la discussion au début de la séance prochaine et qu'on se donne une demi-heure pour revoir
ce qui n'aura pas été compris, ce qui aura au contraire intéressé particulièrement certains ou certaines d'entre vous. Et alors, à la fin de la séance d'aujourd'hui, je demanderai si quelqu'un veut bien introduire la discussion le mois prochain, comme nous le faisions précédemment. La refonte, je l'annonce tout de suite, de l'instance de la lettre, de ce qui est annoncé sur métaphore et métonymie dans l'instance de la lettre, se fait en 1970, dans la troisième réponse du texte radiophonique. Et c'est par là que j'ai commencé ce séminaire il y a 5 ans. Que la métaphore et la métonymie soient les notions clés pour prouver que l'inconscient est structuré comme un langage, cela provient, je pense que c'est connu, mais je le reprécise, des travaux linguistiques de Roman Jakobson. Lacan sera toujours personnellement très proche de Jakobson et il lui emprunte ces deux notions qui constituent, selon Jakobson, les deux axes de tout langage. À cela, dans l'instance de la lettre, Lacan ajoute une équivalence très audacieuse. Peut-être vous le savez, il fait une équivalence de ces deux axes avec les processus primaires dégagés par Freud comme constitutifs de l'inconscient, dégagés par Freud dans l'interprétation du rêve. Ces deux processus primaires sont la condensation et le déplacement. Ceux qui voudraient étudier en détail cette mise en parallèle de métaphore et de condensation et de métonymie et de déplacement pourront, si vous avez le temps et l'intérêt de le faire, se reporter au chapitre 6a et 6b de l'interprétation du rêve, ainsi qu'au texte de Jakobson de 1957, deux aspects du langage et deux types d'aphasie, donc publié juste avant que Lacan s'en serve pour l'instance de la lettre. Alors aujourd'hui, je vais m'en tenir simplement au texte de Lacan. Vous parlez de Freud, de l'interprétation du rêve, ni de Jakobson, du texte sur les aphasies. Alors, on a préparé des mathèmes. On va vous proposer une série de mathèmes. Alors, voilà les deux mathèmes de la métaphore et de la métonymie, que l'on trouve donc dans les écrits, dans l'instance de la lettre, à la page 515. En attendant que ça... Ah ben voilà, vous les avez. Donc, le premier en haut, c'est le mathème de la métaphore, le second, le mathème de la métonymie. La métaphore fonctionne par choix d'un signifiant par rapport à tous les autres, selon la linguistique jacobsonienne, selon le modèle des phonèmes. Et la métaphore produit un plus de signification. C'est pourquoi dans le mathème, à droite, vous voyez grand S plus petit s, c'est-à-dire le signifiant produit un plus de signification, petit s étant le signifié. Ça, c'est la loi saussurienne. Le langage fonctionne par des différences entre les signifiants qui permettent de distinguer les signifiés. Si je dis table, par exemple, je ne dis pas sable, je ne dis pas fable, je ne dis pas câble. Un locuteur du français saisit tout de suite qu'à un phonème près, ce sont des sens différents pour apparemment, à part cela, les mêmes mots. Dans la métaphore au sens poétique du terme, le plus de signification qui est inscrit dans le mathème à droite est une signification supplémentaire apportée par l'image métaphorique. La citation que Lacan prend
dans l'instance de la lettre pour illustrer cela, c'est l'amour est un caillou riant dans le soleil. Un exemple de métaphore qui est de facture surréaliste, disons. Se rencontre là l'évocation poétique qui fait de l'effet au lecteur, alors que ce qui est dit est un apparent non-sens. L'amour est un caillou. Si on dit ça dans la rue, on se demande si je délire. Mais si on lit cette phrase dans un poème, ça fait un effet de sens ou de poésie pour le lecteur. Comme le disent les linguistes, et Saussure et Jacobson en particulier, le signifiant comme tel n'a pas de sens. Mais c'est la substitution d'un signifiant à un autre qui produit du sens. Entre table et fable, une simple différence phonématique nous permet de cerner une différence de sens de ces deux mots. La métonymie, donc deuxième mathème, intervient non pas à partir du premier axe du langage, la différence entre les phonèmes, mais à partir du second axe du langage, la succession des signifiants, par exemple dans une phrase qui peut être prise au hasard, il y a une succession de signifiants, et c'est ce que Lacan écrit à gauche du second mathème, F, c'est-à-dire F de S, c'est-à-dire la fonction de signifiante, entre parenthèses, S, point de suspension, S'. Ça, c'est le second axe du langage, selon Jacobson, la succession des signifiants. Alors ici, déjà, Lacan se décale dès 1957 du modèle linguistique et adapte l'axe des successivités, comme dans une phrase, à la psychanalyse en écrivant à droite le petit moins. Ce n'est plus un plus, comme dans la métaphore, c'est un moins. Il désigne ainsi le manque qui se glisse dans les énoncés d'un sujet de l'inconscient. Ce manque est, à l'époque, en 1957, là que se glisse l'objet. Et il définit ce manque, j'en reparlerai tout à l'heure, comme le fait que, dit-il, dans les termes de l'époque, qui sont assez métaphysiques, la métonymie installe le manque dans le manque de l'être dans la relation d'objet. C'est comme ça qu'il en parle en 1957. C'est pourquoi Lacan appellera longtemps l'objet petit a objet métonymique. Ce qui est en train de s'établir ainsi, c'est la théorie lacanienne du désir. Et l'objet petit a sera dit cause du désir. Voilà pour les rappels les plus simples possibles et par conséquent très grossièrement résumés de la structure de l'inconscient telle qu'on peut la dire structurée comme un langage en important les termes de métaphore et de métonymie dans la psychanalyse. Lacan donne du concept de l'inconscient une définition fondée sur la linguistique, mais qui renoue avec les premières découvertes de Freud dans l'interprétation du rêve, dans la psychopathologie de la vie quotidienne et dans le mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient, les premiers livres de psychanalyse. C'est le célèbre retour à Freud de Lacan, qui est donc un retour à l'investigation par Freud du langage, puisque c'est essentiellement d'éléments de langage qu'il s'agit et de la fabrication du langage produit par l'inconscient, qu'il s'agit dans ces trois livres fondamentaux du début de Freud. Cette investigation du langage par Freud, mais du langage dans l'inconscient. Et Lacan s'aide de la linguistique pour éclairer cela. Alors maintenant que nous avons rappelé ces premiers éléments de base, on peut peut-être enlever le truc une seconde. On reprendra sur les mathèmes tout à l'heure dans la deuxième partie de l'exposé.
Merci beaucoup. Maintenant qu'on a donné ces éléments de base anciens, des années 50, 57, là en l'occurrence, venons-en au premier pas vers la langue, parce qu'en 1970, je vous disais, dans la seconde réponse du texte Radiophonie, que l'on trouve dans les autres écrits, Lacan revisite les équivalences de la métaphore et de la condensation freudienne et de la métonymie avec le déplacement. Là encore, je vais résumer très grossièrement en donnant les grandes lignes. Et ce, en 4 points. Et premièrement, dans le texte de Radiophonie, la métaphore, ce n'est pas tant un plus de signification, comme dans le mathème que nous avions vu tout à l'heure, bonjour, à droite du mathème, qu'elle produit, mais, dit alors Lacan en 1970, ce que produit la métaphore, c'est une disruption. Alors, la disruption, c'est un terme d'électricité qui est en quelque sorte le court-circuit qui produit une étincelle. Et cette disruption est devenue dans la langue contemporaine, des philosophes en particulier, synonyme de d'effraction, de transgression. Nous ne sommes plus là, nous allons le voir, dans le modèle linguistique. Ce que veut dire Lacan, c'est que la métaphore fait étincelle par rapport au signifié. Elle l'éclaire tout en le court-circuitant. Ce n'est plus une production simple de signification, comme nous le disions tout à l'heure avec l'instance de la lettre sur le modèle linguistique, et c'est un court-circuitage du signifié par un effet de disruption. La métaphore devient tout autre chose que le modèle linguistique nous le proposait. Le modèle linguistique, c'était ce que nous avons dit, un modèle strictement saussurien du différentiel entre les signifiants qui engendre la signification. Là, désormais, nous sommes dans une orientation d'ordre plus poétique, comme celle que suit Roman Jakobson dans son œuvre, en évoluant de plus en plus vers les questions de poétique. La métaphore produit du sens en faisant usage du non-sens. Et ça, nous l'avions déjà entrevu tout à l'heure avec le caillou riant. Mais là, c'est systématisé. La dimension du non-sens devient un élément essentiel de l'effet de métaphore. Et voilà la disruption. On n'est plus dans le simple accrochage d'un signifié à un signifiant. Et en fait, ce n'est jamais si simple dans un langage qu'un simple accrochage d'un signifié à un signifiant. Car il y a polysémie. Un signifiant veut dire plusieurs choses. Par exemple, pour le mot table, on peut l'employer dans différents sens. Un signifié lui-même est désigné par plusieurs signifiants. Si j'emploie le signifié de la voiture, on sait que je peux appeler ça aussi une automobile. Et puis, c'est là que s'inscrit cette énorme production des langues qu'est l'argot. Il y a tout un tas d'autres signifiants pour dire, par exemple, voiture, ainsi que tout un tas d'autres choses en argot. On peut dire bagnole, on peut dire caisse, on peut dire tir, etc. Ce sont des signifiants divers de la langue qui ont le même signifié. Donc, il y a polysémie dans les deux sens du terme. Un signifiant peut avoir plusieurs sens. Un signifié peut être parlé, exprimé par plusieurs signifiants. Donc, même dans le modèle linguistique de base, ce n'est pas si simple, l'accrochage d'un signifiant à un signifié. Non, polysémie, ça veut dire plusieurs sens. La disruption du signifié par le signifiant va donc plus loin que le simple modèle saussurien. Ce modèle est beaucoup plus freudien. Par exemple, les lapsus.
formation essentielle où se livre l'inconscient pour surprendre le sujet et faire sens, mais sur un mode analytique et non plus linguistique. On fait sens en faisant une erreur. Effet de corps aussi bien, par exemple dans le rire que produit un jeu de mots et qui n'est qu'une mise en forme au fond sophistiquée du fonctionnement du lapsus. Nous en avions parlé avec l'exemple du mot familionnaire repris par Lacan dans son 5e séminaire. Je vous renvoie à mon séminaire puisque certains ont regardé la version éditée. En novembre-décembre 2020, j'avais développé sur le Witz, le mot d'esprit. Donc ça, c'était le premier point, une nouvelle théorie de la métaphore. Alors, avec l'exemple du mot familionnaire, ce que vous pourrez en lire si vous regardez de nouveau ce séminaire de novembre 2020, nous en venons à la condensation. Alors, dans Radiophonie, troisième réponse, Lacan va distendre son équivalence de 1957 entre métaphore et condensation. La condensation est, dit Freud, dans le chapitre 6a de l'interprétation du rêve, à son point culminant lorsqu'elle ne prend pour matière que des sons et des mots. C'est Freud qui dit ça. Il y a des condensations d'images. Par exemple, un personnage composite dans un rêve fait des traits de plusieurs personnes qui renvoient à de multiples connexions inconscientes. Mais à la fin de ce sous-chapitre de l'interprétation du rêve, Freud en vient à des condensations faites uniquement de fragments de mots assemblés, sans lien de signification les uns avec les autres. Les exemples qu'il donne sont les mots, il y en a plusieurs, je prends par exemple les mots Norregdal ou Maistolmutz. Il n'y a aucun signifié qui corresponde à ces mots dans la langue allemande, celle de Freud. Alors Lacan situe, alors, à ce moment-là, en 70, hors de l'accrochage signifiant-signifié. Et il dit quelque chose de très très fort, c'est que là, on se situe plutôt, non pas dans l'accrochage au signifié, mais dans le hors-sens. Il a une formule très très forte pour le dire. Il dit que la condensation fait le retour de l'impossible. Autrement dit, c'est le réel inaccessible qui se formule dans ses surgissements. Bonjour. Se formule mystérieusement. Mystérieusement, le réel se formule, mais assez fortement pour surprendre. La condensation se caractérise ainsi d'abriter du hors-sens, comme les mots sans signification que Freud produit dans ses rêves, que je vous ai cités tout à l'heure. Ce qui fait qu'au lieu de rapprocher la condensation du sens, c'est-à-dire du plus de signification de l'instance de la lettre, la condensation, nous apprend Radiophonie, troisième réponse, fait écho au réel. Voilà donc le second point de refonte du schéma initial dans Radiophonie. La condensation et la métaphore se distinguent profondément. Le troisième point, c'est lorsque le texte passe à la métonymie. Et le contraste, là, s'accentue encore avec les thèses de l'instance de la lettre. Alors que, je vous le disais tout à l'heure, la métonymie était dite installer le manque de lettres dans la relation d'objet, c'est de toute autre chose qu'il s'agit maintenant. Et cela, parce que depuis 2 ans, à l'époque, depuis 1968,
le concept de jouissance s'est imposé dans l'œuvre de Lacan. La métonymie ne va donc plus être le vecteur d'un manque, comme on le voit dans le mathème avec le petit moins côté droit, mais la métonymie va être le jeu de jouissance. On trouve ça dans les autres écrits, page 417-418. Le texte dit qu'elle opère, la métonymie, d'un métabolisme de la jouissance et produit un transfert de cette jouissance. Là se maintient en quelque sorte provisoirement la proximité de la métonymie et du déplacement, qui était posée dans l'instance de la lettre. Mais dans l'instance de la lettre, ce déplacement était pour ainsi dire figuré par la succession des signifiants dans une phrase. Le sujet grammatical marquait la différence propre à cette succession, sujet grammatical, verbe, complément, c'est-à-dire les éléments grammaticaux et syntaxiques de la série d'une phrase, par exemple. Et là, se glissait dans cette succession, je vous le rappelle, le manque, et c'était donc une illustration du fonctionnement du désir à l'époque. Maintenant, il y a un déplacement beaucoup plus concret, plus dans l'inscription du manque de l'être dans la relation d'objet. Maintenant, on parle de transfert de jouissance. De la jouissance est, dit le texte de Radiophonie, métabolisée par le langage. Le langage reçoit, comme dans un métabolisme biologique, et transforme de la jouissance. Et cela, selon la topologie qu'à l'époque, Lacan met à la mode, c'est un déplacement comme selon une bande de Mébius. L'envers et l'endroit se retrouvent, et je n'y insiste pas ce soir. C'est un moment difficile, hein, cette refonte de la théorie de la métonymie en radiophonie. Lacan lui-même le dit à la fin de la page 418. Mais cela met en lumière que dans les jeux de langage, c'est de jouissance qu'il s'agit. Le quatrième point, j'en viens donc à lui maintenant, et c'est la question de l'équivalence de la métonymie et du déplacement, qui finalement va être elle aussi dépassée en 1970 par une affirmation aussi surprenante qu'essentielle et qui va expliquer la nouvelle définition de la métonymie. Et ce, de la façon suivante. Lacan va pratiquement distinguer deux sortes de déplacements. Les transferts de jouissance de la métonymie, mais supportés fondamentalement par un déplacement encore plus primordial. Le déplacement primordial est celui qui crée la possibilité même d'un inconscient. Et Lacan, nous allons le voir tout de suite, travaille à partir d'un concept majeur de Freud. Donc, ce déplacement fondamental il se passe quelque chose par là? Bonjour. Ce déplacement fondamental donc crée la possibilité d'un inconscient, et c'est à partir, vous disais-je, d'un concept essentiel de Freud. Lacan appelle cela faire passer la jouissance à l'inconscient. Et il y a là, dit-il, un sacré déplacement, puisque l'enjeu est ici, au fond, de traiter du refoulement originaire freudien. La nouveauté de ce texte de radiophonie est alors de parler du refoulement originaire en le pensant à partir de la jouissance.
pour qu'il y ait de l'inconscient, il faut que s'interrompe de la jouissance. La jouissance, en quelque sorte, autiste et première du nourrisson qui empêche un sujet de l'inconscient d'advenir. Un terme clé de l'interprétation du rêve est le mot par lequel, le mot que reprend Lacan, un mot allemand, celui qui se traduit en français par déformation. Freud dira toujours que toute formation de l'inconscient, rêve, lapsus, acte manqué, etc., est sous déformation. C'est-à-dire que l'inconscient ne se livre que de façon indirecte et énigmatique, jamais transparente. Ainsi se découvre qu'au départ du fonctionnement de l'inconscient, il y a quelque chose de soustrait, de caché et d'inaccessible sous l'effet du refoulement originaire. Et il y a, à partir de là, une déformation-déplacement, si l'on veut, de départ et pour toujours opérante. Ce déplacement fondamental, on voit donc directement au refoulement originaire freudien, je l'ai appelé dans le séminaire le déplacement comme tel. On conçoit bien que ce passage d'une jouissance autiste à l'inconscient se fasse par l'efficace du langage. Ensuite, les formes variées du langage, comme la métonymie et la métaphore, fonctionnent sur les modes de ce que Freud appelle les refoulements secondaires, qui, à partir du refoulement originaire, produisent nos symptômes, mais aussi nos rêves, etc. Alors voilà la première partie de cet exposé où j'ai essayé de vous rappeler pourquoi l'inconscient structuré comme un langage s'éclaire par les notions de métaphore et métonymie, et en quoi ces notions de métaphore et métonymie, telles qu'exposées dans l'instance de la lettre, ont été profondément remaniées en 1970 par le texte radiophonie, et c'est ce qui va nous ouvrir à la langue, en un mot. Alors ici, comme je vous l'avais annoncé au début, si vous voulez, si vous le souhaitez, si vous avez des questions sur ce que je viens de dire, n'hésitez pas, on prend une petite pause pour en parler. Que ce soit les gens dans la salle ou nos amis d'un peu plus loin. Nomme-toi parce que tout le monde ne te connaît pas ici. Et puis, prends un truc parce que sinon on ne t'entendra pas sur l'écran. Donc, c'est Claire Garçon qui va intervenir. Non? Est-ce que vous entendez? Ah, ça y est, c'est bon. Oui, sur le vif, hein, c'est dans ce que tu viens partant de ce que tu viens d'évoquer, le passage de la jouissance à l'inconscient par le biais du langage. Bon, là, tu en es resté là, mais j'ai une question qui interroge finalement la jouissance de la langue qui n'est pas passée à l'inconscient. C'est-à-dire que pas tout de la langue a pu s'écrire. C'est ça ta question? C'est quelque chose, je ne sais pas si c'est une question en fait. Non, c'est une remarque. Voilà, alors, c'est très difficile, parce que si pas tout n'a pu s'écrire, on ne le sait pas. On ne sait pas où c'est. Donc, tout ce que l'on sait, c'est ce qui s'écrit de la langue. Donc, on peut supposer que dans le babil enfantin, plein de choses circulent et que doucement, ça s'inscrit dans l'usage que l'enfant fera du langage. Mais pour notre propos,
ça ne change pas grand-chose. Y a-t-il d'autres remarques, des demandes d'éclaircissement ou quelque chose comme ça? Oui, Karim. Karim Barkati. Oui, c'est sur le déplacement, dans la reformulation, vous avez insisté sur le déplacement comme tel, qui est l'Urverdingung, le déplacement originaire. Mais ensuite, est-ce qu'on doit distinguer pas seulement comme des refoulements secondaires, mais les autres déplacements dans leur rapport avec la métonymie? Est-ce que là aussi, il y a un mouvement en 70? Oui, je l'ai dit, c'est ce que Lacan appelle transfert de jouissance. Il y a un déplacement initial fondamental qui permet de sortir d'une certaine jouissance pour accéder à l'inconscient, au langage, etc. C'est ce que Freud appelle le refoulement originaire. Donc, un sacré déplacement, comme dit M. Lacan. Et puis, à partir de cette notion du déplacement comme tel, se met en place le fonctionnement métonymique. C'est-à-dire que, une fois la jouissance autiste renoncée, en quelque sorte, d'autres jouissances se proposent à l'usage du langage. Et à partir de ce moment-là, l'usage du langage, suivant le texte de radiophonie, métabolise un certain nombre de jouissances pour les transférer, c'est-à-dire qu'on passe des premières tentatives de parole à un usage généralisé du langage où circulent diverses formes de jouissance. C'est cela le transfert après le métabolisme. Dans la deuxième version de la théorie de la métonymie, celle de 1970, il y a l'idée que la métonymie, ce n'est pas simplement ce qu'il disait, quelque chose qui produirait du manque, mais c'est quelque chose qui prend de la jouissance et la transporte suivant les différents jeux métonymiques du langage, suivant les successions et de mots dans une phrase, dans un syntagme, etc. Donc, le deuxième aspect du déplacement dans la métonymie nouvelle formule de 70, c'est le transfert de jouissance qui a lieu dans notre usage du langage. C'est pour ça qu'on peut le comparer, on peut y retrouver le mouvement de Freud, déplacement fondamental, le refoulement originaire, puis circulation de tout un tas de formes de notre vie psychique, refoulement secondaire qui produisent nos différents symptômes, nos différentes formes de façon de nous exciter, nos différentes façons de jouir, etc. Autre question, Simgué Zilif. Ici. Oui, Simge Zilif. Donc, c'est en lien avec ce que Karim m'a posé comme question. En fait, dans ces cas-là, première question, c'est est-ce que les signifiants signifiants S1, en fait, S1, ce sont des signifiants qui attrapent la jouissance dans un processus de refoulement secondaire, c'est ça? Oui, si vous voulez. Donc, à partir de ce moment-là, la jouissance qui a été déjà refoulée dans le refoulement originaire, ça remplace, ou comment dire, ça revient. Ce n'est pas la jouissance qui revient, il y a un mouvement possible de jouissance à partir de là, qui ensuite prend des formes diverses. Tous nos symptômes, tous nos lapsus. Mais à partir de S1, est-ce qu'on peut dire Alors, comme je vais ça? revenir tout à l'heure sur le S1.
Ça Je ne marche. donnerai plus de précision, parce que sinon, ça nous prendrait longtemps. On va articuler ça au trauma. D'accord. Merci. Merci à vous. Y a-t-il des questions des gens qui sont sur l'écran? Non? Bon, alors je continue. Si? Non, je ne crois pas. Bon. Alors nous allons maintenant voir en quoi cette refonte de 1970 des notions de métaphore et de métonymie déstructure le modèle du langage que fournissait à Lacan la linguistique dans son retour à Freud. La phrase « l'inconscient structuré comme un langage, c'est-à-dire la langue qu'il habite » va s'expliquer. Et c'est là qu'apparaissent les éléments de ce que j'ai appelé en titre de cet exposé d'aujourd'hui, les éléments d'un nouvel inconscient. Cet inconscient qui habite la langue et dont nous sommes en train de parler. Alors, on remet les mathèmes. Deux éléments fondateurs de la structure de langage selon la linguistique vont être remaniés. C'est les deux mathèmes qui suivent, grand S sur petit s et S1, pardon, flèche S2. Ouais, on y vient. Ouais, ça. Ce sont les données premières de la découverte de la linguistique par Saussure. Alors, expliquons ce qu'ils veulent dire, tel que Lacan les reprend strictement, et je l'ai déjà laissé entendre dans la première partie de cet exposé, mais soyons plus précis. Et puis expliquons ensuite comment ils sont remaniés, ces deux mathèmes et ces deux thèses de Saussure, en 70 par le texte radiophonique. Alors d'abord, grand S sur petit s. Grand S sur petit s, ça veut dire signifiant sur signifié. C'est-à-dire, comme nous l'avons dit au début, l'articulation qui fonde en linguistique la genèse de toute signification. Alors, je rappelle en quelques mots la leçon saussurienne, mais je l'ai déjà pratiquement dit tout à l'heure. Le langage fonctionne par cette articulation du signifiant et du signifié. Et c'est elle qui suffit à expliquer la production de signification. Le référent, la chose, n'entre pas dans ce processus dans la linguistique. Il n'y a qu'une relation d'un son, l'image acoustique du signifiant, comme Saussure l'appelle, à un concept, le signifié. Le signifié ou le sens est, selon Saussure, un concept. En effet, je vous disais tout à l'heure que quand on dit table, on ne vise pas une table particulière. Précisons. On ne vise pas la chose sur laquelle je suis en train de m'appuyer pour vous faire cet exposé. Mais l'idée générale de table, quelle qu'elle soit, le signifié est pour Saussure l'idée générale ou concept. Par exemple, quand je dis table, vous ne savez pas, si je dis table en dehors de montrer là où je m'appuie, ça peut être la table sur laquelle je m'appuie, mais dans la langue, on sait qu'il y a d'autres usages du mot table. Il y a la table de multiplication, il y a les tables d'orientation que l'on voit dans les montagnes ou au bord de la mer, il y a les tables graphiques de telle ou telle variable, le climat, la température, etc. Donc, table est un concept et qui se spécifie suivant les usages qu'il prend dans la langue, dans le langage. Il y a là, du reste, comme une très ancienne inspiration ou réminiscence, c'est le cas de le dire, disons platonicienne, de la prévalence des idées sur les choses. Mais je n'insiste pas ce soir. En second lieu, le second mathème, Saussure se représente l'articulation, on y vient, d'abord une petite parenthèse. Saussure se représente l'articulation
du petit s signifié et du grand S signifiant de la façon suivante. Deux flux. Le flux du signifié au-dessus et le flux du signifiant en dessous. Deux flux dont un point supérieur, un point du flux supérieur, aurait une accroche avec un point du flux inférieur. Le flux supérieur étant le signifié chez Saussure et le flux inférieur étant le signifiant chez Saussure. C'est le modèle de ce que Lacan appellera pendant très longtemps le point de Capito. Lacan, sous l'influence de Lévi-Strauss, apportera dès le début de son enseignement une transformation à ce modèle saussurien des deux flux. Alors que si Saussure mettait le signifié comme flux supérieur, Lacan écrira, vous le voyez, grand S sur petit s, le signifiant sur le signifié. C'est une thèse qui lui vient de Lévi-Strauss, à savoir que le signifiant détermine le signifié. Lévi-Strauss l'avait montré à partir de l'étude ethnographique de la structuration sociale des sociétés anciennes. Lacan relance cela et le confirme à partir de la saisie du langage dans la psychose. J'en dirai un mot dans quelques instants. Notez qu'avec ce baptême, vous avez à l'œuvre ce qui était la position de Lacan des années 50, c'est-à-dire, au fond, la dominance du symbolique sur l'imaginaire. Le symbolique étant du côté du signifiant, bien sûr, et le signifié plutôt du côté de l'imaginaire. Il le dira toujours à propos du sens. Que Lacan saisisse cela dans son travail sur la psychose a pour conséquence cette formule extrêmement connue du séminaire 3 sur les psychoses. Le signifiant comme tel ne signifie rien. C'est le titre d'une des leçons de ce séminaire. Et Lacan appréciera toujours beaucoup sa propre leçon de ce séminaire, à telle enseigne qu'à la fin de son enseignement, il la citera plusieurs fois. Il renverra à cette leçon de décembre 56, je crois. Donc, le signifiant comme tel ne signifie rien. Alors, on pourrait penser que cette remarque est strictement saussurienne, puisque Saussure nous enseigne que le sens ne naît pas d'un signifiant, mais du différentiel entre des signifiants. Souvenez-vous la série table, sable, câble, etc. Ça, c'est la première évidence, mais si cela n'a lieu que par le fonctionnement différentiel des signifiants entre eux, Jacobson précisera que cette différenciation fonctionne selon les deux axes du langage, celui des phonèmes, nous l'avons vu, et celui des syntagmes, comme la phrase, par exemple. Exemple de phonème, nous l'avons dit, table, sable, etc. Exemple de phrase, je fais un exposé qui peut être un peu ennuyeux. Donc, voilà, là, nous avons une phrase et plein de phonèmes, mais surtout qui se suit, suivant un ordre grammatical, avec des sous-syntagmes. Voilà. Quand on prend l'exemple de la différence phonématique, comme table, sable, câble, on a la même image acoustique à partir de la syllabe able, mais différente à un phonème près, suivant ces différents mots. Et c'est cela qui, au fond, permet à un locuteur de français, quand je dis table, de comprendre tout de suite que je n'ai pas dit sable. C'est immédiat dans cette différence phonématique. Ça, c'est la différence des phonèmes. La différence des syntagmes, comme dans une phrase que je viens de vous dire, c'est une différence entre les mots
suivant les différenciations grammaticales. L'un est le pronom personnel, l'autre est le verbe, l'autre signifiant est l'article, l'autre le complément, etc. C'est par la relation grammaticale que la série a un sens. Alors, Lacan écrira cela à partir de 1964, à partir du séminaire des 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse, suivant le 4e mathème, S1 flèche S2. Ah, on pourrait peut-être se reposer. Cette écriture S1 et S2, je vous le fais remarquer, fait la synthèse de 2 idées clés. Premièrement, l'idée différentielle, que le signifiant ne prend sens que par différence avec les autres signifiants. Lacan exprimera cela dans les premiers temps de son enseignement en disant « le signifiant, il en faut au moins 2 ». Le second aspect, c'est donc la série, comme dans une organisation syntagmatique d'une phrase, et cette organisation, en série, lie les signifiants entre eux. Donc, si on regarde le mathème S1, S2, on a d'une part l'écriture de la différence, puisque S1 et S2 sont 2 signifiants différents, et simultanément, et c'est là l'astuce de ce mathème, l'écriture de la série, comme dans une série arithmétique, 1, 2, 3, 4, etc. Donc, d'un même mathème, Lacan écrit la différence et la succession. Jusque-là, nous sommes dans ce qu'on appelle parfois le classicisme lacanien, à comprendre comme la théorie de l'inconscient structuré comme un langage, tirant profit du modèle linguistique de Saussure et du modèle structural de Jacobson et Lévi-Strauss, et Lacan les soutient de façon très conséquente. Or, ces 2 mathèmes, ces 2 formules, grand S sur petit s et S1 flèche S2, vont être réinterrogés. Et cela va nous amener au concept de la langue, qui conduira à fonder autrement l'inconscient. Alors, je vous montre maintenant comment cette déstructuration s'est faite. Pour S, grand S sur S barré, nous avons vu il y a quelques instants que le signifiant est déjà prévalent sur le signifié dans les temps des premiers séminaires de Lacan. En effet, renverser l'algorithme saussurien et écrire grand S sur petit s au lieu de petit s sur grand S, c'est dire, à la suite de Lévi-Strauss, comme je vous l'annonçais au début de cet exposé, que le signifiant détermine le signifié. Je reprécise, cela, disons-nous, conduit ou s'ensuit d'un primat du symbolique sur l'imaginaire qui caractérise la première lancée de l'enseignement de Lacan et donc une prévalence du signifiant sur le sens qui se maintiendra et même s'approfondira jusqu'à la fin de son enseignement. Séparer en quelque sorte le signifiant en lui donnant une fonction déterminante revient à l'autonomiser en quelque sorte. Et c'est le statut général du signifiant dans la psychanalyse. Un signifiant qui s'autonomise par rapport au sens. Je disais que l'étude de la psychose avait permis dans le séminaire 3 de dégager cette autonomie du signifiant qui en lui-même ne signifie rien. Comme son, le signifiant ne signifie rien. Je vais y revenir dans un instant, mais à partir de là, on peut retracer les moments de cette mise en lumière du signifiant comme tel, formule que j'ai fortement relevée dans mon séminaire, le signifiant comme tel. Cette formule est le fondement du concept de la langue. Un signifiant c'est-à-dire d'un son, qui s'avère ne fonctionner que pour lui-même.
Voilà l'élément primordial de la refonte qui s'annonce et qui va aboutir à ce concept de la langue que nous essayons d'éclairer depuis quelques années. Alors voilà 4 des moments, avant de finir cet exposé ce soir, je vais vous présenter 4 des moments qui permettent à Lacan de dégager le signifiant comme tel, le signifiant fonctionnant comme son pour lui-même. Premier moment, dans l'instance de la lettre, déjà, à la page 518 des écrits, Lacan parle, je l'annonçais tout à l'heure lorsque Simge Zilif m'a posé la question, parle d'un signifiant énigmatique du trauma. À quoi se substituent des éléments pathologiques de corps dans l'hystérie, de comportement dans la phobie et la névrose obsessionnelle. Ces éléments symptomatiques deviennent les signes d'un signifiant énigmatique issu du trauma et refoulé. Souvenez-vous de la petite Emma de l'essai d'une psychologie, premier texte de Freud de 1895. La petite Emma qui était phobique de rentrer dans un magasin et qui avait eu très très peur, et elle avait décidé de ne plus rentrer dans un magasin après être, à son temps de déjà jeune femme, entrer dans un magasin de vêtements et avoir, pour y acheter une robe, et y avoir vu 2 commis de magasins, de vendeurs, qui, semblait-il, se moquaient d'elle. Donc la petite, la jeune femme Emma, en avait conçu une phobie l'empêchant d'entrer dans quelques magasins que ce soit. Dans le cours, je vais un peu vite parce que tout le monde connaît ça, et dans le cours de cette analyse, Freud permet à Emma de retrouver la scène traumatique initiale où un vieux barbon d'épicier lui avait, parce qu'elle s'était rendue, étant petite fille, étant alors la petite Emma, lorsqu'elle s'était rendue dans son épicerie, elle lui avait saisi le sexe à travers sa robe. Et cela avec un rire grimaçant. Donc, si l'on relit ce texte prémonitoire de Freud de 1995, avant l'invention de la psychanalyse, ou en même temps que s'avançaient les premiers textes de psychanalyse, Freud, au fond, cerne 2 signifiants énigmatiques. Rire, les 2 vendeurs rigolent d'elle, et robe, parce qu'il est venu chercher une robe. Or, dans la scène traumatique, ces 2 signifiants sont à l'œuvre. Le bonhomme lui saisit le sexe à travers sa robe et rigole de façon grimaçante. Voilà le fonctionnement typique de ce que nous venons de dire. Il y a des signifiants énigmatiques du trauma qui ensuite deviennent les éléments constitutifs du symptôme, la phobie. Donc ça, c'est le premier point qui nous permet de cerner, à partir même de la névrose, en l'occurrence phobique, un signifiant qui fonctionne comme tel, et qui n'a pas grand-chose à voir avec les signifiés de la robe et les signifiés du rire. Simplement, ce qui s'est passé dans la boutique renvoie aux 2 mêmes signifiants qui ont marqué la scène traumatique. Deuxième occurrence qui fait avancer Freud vers le signifiant comme tel, je vous l'ai annoncé tout à l'heure, la leçon de la psychose. La thèse numéro 1 du séminaire des psychoses et de l'écrit du texte des écrits d'un questions préliminaires à tout traitement possible de la psychose
de 57 et 58, les deux textes. Vous vous souvenez que la thèse centrale, c'est le rejet d'un signifiant primordial comme causalité de la psychose, le signifiant étant le nom du père. Et Lacan parle donc, à la page 171 du séminaire 3, du rejet d'un signifiant primordial dans les ténèbres extérieures. Et il en tire cette conclusion majeure qui vaut pour toute théorie du signifiant, dans et hors de la psychose. Je cite, toujours le séminaire 3 à la page 169, « Il y a, dit-il, nécessité structurale à poser une étape primitive où apparaissent dans le monde les signifiants comme tels. Le signifiant s'autonomise de sa fonction de faire sens. Donc, à ce niveau de la causalité inconsciente, il y a un élément qui ne signifie rien, mais qui agit. Et c'est au fond ce que disait Freud. Cet élément est refoulé dans la névrose, forclos dans la psychose, et Freud, dans Inhibition, symptômes et angoisse, disait que le refoulé, il disait pas le signifiant, mais là, ce sont des signifiants qui sont... Le refoulé continue à agir dans les dessous, toujours. Donc voilà ce que nous enseigne la psychose quant au signifiant comme tel vers lequel nous avançons. Le troisième moment où le signifiant se pose en tant que tel est la théorie de l'identification. On sait que Lacan, en lisant le 7e chapitre de Massin de Psychologie des masses et analyse du moi, met en exergue l'identification à un trait de l'autre comme théorie générale de l'identification. Ce trait, par exemple, l'exemple pris toujours célèbre, c'est l'atout de son père qu'a adopté par Dora. Ce trait est l'état initial du S1, du signifiant 1. Et à ce moment-là, dans le séminaire d'identification, Lacan l'appelle unaire, le trait unaire, alors que le signifiant linguistique est binaire, c'est-à-dire qu'il ne se distingue que par différence. Le signifiant dans l'identification est unaire. Il est un trait emprunté à l'autre, par exemple paternel ou maternel, et devient le caractère propre du sujet qu'il incorpore. Ce qui veut dire que le mathème, que je ne crois pas qu'on l'ait écrit celui-là, S1 sur S barré, est le mathème de l'identification où S barré du sujet adopte un trait de l'autre primordial, mère ou père, et en fait son trait propre. C'est-à-dire que le sujet, en quelque sorte, identifie son propre être à un trait prélevé sur l'autre. Alors ce mathème S1 sur S barré, eh bien on peut dire que ce n'est pas essentiellement une relation, mais c'est une prise de jouissance.
le signifiant pris à l'autre est incorporé dans le corps, incorporé dans le corps, c'est votre soi, inscrit dans le corps, incorporé, ou dans le comportement d'un sujet, comme dans la névrose obsessionnelle, avec une constance qui signe la force de jouissance qui s'y trouve. Ainsi, Lacan l'appelle-t-il, disais-je, unaire, pour caractériser qu'il n'est pas différentiel, mais qu'il se suffit en quelque sorte de la charge de jouissance qui y est inscrite et qui est importée en quelque sorte par le sujet qui l'incorpore. C'est donc premier temps de ce que l'on appelle désormais, dans notre jargon lacanien contemporain, l'un de jouissance. Mais aussi bien, le signifiant énigmatique du trauma, est-il un S1, lui aussi, pour répondre à la question de tout à l'heure, lui aussi fortement chargé de jouissance, comme on le voit dans la situation de notre chère Emma. Quatrième moment important, il y en aurait d'autres, mais j'en ai choisi 4 essentiels. Pour mettre en lumière l'autonomie du signifiant et le pas de côté de la théorie lacanienne du signifiant par rapport à son modèle linguistique, c'est l'essaim. On peut le montrer, ça? Merci encore. Dans la dernière séance du séminaire encore, c'est le dernier en bas, l'essaim. On y vient dans un instant. Dans la dernière séance du séminaire encore, à la page 130, Lacan fait un jeu de mots entre S1 et essaim, comme l'essaim des guêpes ou des abeilles. Cela désigne qu'il y a une insistance, une réitération, c'est pourquoi il écrit S1, S1, S1 entre parenthèses, une réitération de la jouissance prise au signifiant. Lacan dit même un essaim bourdonnant pour qualifier la multiplicité des jeux de signifiants dans la langue. Et c'est en isolant le signifiant psychanalytique de sa fonction linguistique de produire du sens que Lacan en vient à ce rôle nouveau de transporter une charge de jouissance qui, en quelque sorte, se déplace pour perfuser notre usage du langage et révéler la langue en un mot qui l'habite. C'est bien le fondement de la découverte freudienne de l'inconscient. Avec le lapsus comme paradigme, le langage perfusé par la langue. Aussi bien, est-ce le cas du jeu de mots, du trait d'esprit, de l'acte manqué. En allemand, acte manqué se dit performance fautive. Il y a un jeu qui, avec cette faute dans l'acte, laisse passer la jouissance qui est prise, jouissance symptomatique. Lacan dit qu'il y a là un essaim, et il l'écrit donc, comme vous voyez, le dernier baptême en bas. C'est que, dit-il donc, cela nous donne un bourdonnement, et là, on voit que la théorie analytique du signifiant, telle que Lacan l'élabore dans le progrès de son séminaire, c'est nettement distingué de la théorie linguistique. On n'est plus du tout dans la série du deuxième mathème, S, point de suspension, S'. On est maintenant dans l'insistance et la réitération des S1 bourdonnants, comme dans la robe et le rire de la phobie
des mâts. À la sonorité et aux abeilles. C'est ainsi donc que se constitue en fait la chaîne signifiante. Et qu'on ne passe au S2 qu'à la condition du bourdonnement des S1. On n'est pas du tout dans une série simple et dont le modèle était la phrase. On est dans un bourdonnement d'éléments de jouissance qui se composent avant de faire chaîne signifiante pour un sujet. Et la saisie de cette façon dont la psychanalyse s'approprie le concept du signifiant est d'ordre poétique. Car dans cet état d'élaboration nouvelle et de refonte de la théorie, la langue apparaît comme polysémique et polyphonique. Un vaste jeu de sons qui fait des signifiants primordiaux ce bourdonnement dont nous venons de parler, multiplicité complexe où se prend le sens de façon extraordinairement, disons comme un tourbillon. Je disais à l'instant, et je l'ai dit plusieurs fois, que c'est ce que découvre Freud à l'étude des rêves, des lapsus, des actes manqués, des jeux de mots, des traits d'esprit, à l'étude des ruses du symptôme, voire des productions du délire. Le concept de la langue est là pour dire cela. Alors, la conclusion pour nous ce soir est que le signifiant étant détaché du sens, il se trouve en résonance avec le hors-sens du réel. C'est ce signifiant décalé du sens qui est le fondement d'un inconscient où se révèle le réel. L'inconscient nouveau que je vous annonçais, elle nous apparaît donc désormais comme porteur du signifiant hors sens et ainsi dans la proximité du réel qui, lui, est inaccessible par les voies du sens. Se discerne alors ce que l'on appelle la direction de la cure, c'est-à-dire, à mon point de vue, la conduite de la cure en direction du réel avec les ressources de la langue, ressources que la langue ajoute aux constructions de sens dans l'analyse. Construction est une formule d'un des derniers textes de Freud, vous savez, construction dans l'analyse, où Freud explique que l'analysant, l'analysante et l'analyste élaborent des constructions de sens plus ou moins délirantes, plus ou moins compréhensibles, mais qui font effet de vérité. Eh bien, nous avons là, en plus de la construction dans l'analyse, au sens de construction de sens, les ressources de la langue qui, usant et nous faisant familiers du signifiant hors sens, font écho non plus au sens, mais au réel. Alors, le séminaire s'est confronté, mon séminaire, à cette cure en direction du réel depuis juillet 2020. Et c'est cela que je reprendrai en mai. Voilà pour ce soir. Alors maintenant, si vous voulez parler, on a quelques minutes. Et si quelqu'un veut bien se désigner pour lancer la discussion, où l'on reprendra tout ça pendant une demi-heure en mai, j'en serai très reconnaissant. Charlotte Verger, alors, dans le troisième temps évoqué pour théoriser le signifiant comme tel, pourquoi parle-t-on d'état initial du S1? Est-ce que c'est parce que ça correspond au trait unaire
ou à une prise de jouissance avec la question de l'incorporation. Enfin, je me demandais ce que ça voulait dire, état initial du S1. Alors, c'est le trait unaire, l'état initial du S1. Avant même que se formulent des signifiants primordiaux, par exemple les signifiants du symptôme de la jeune femme de tout à l'heure, il y a un niveau plus premier, plus fondamental de cette apparition des signifiants primordiaux, et ce sont les éléments identificatoires que le sujet prélève sur le grand autre, et qu'il prélève sur son père, sa mère, etc. Ça, c'est, disons, le S1 à l'état natif. Ce n'est pas encore vraiment des signifiants fonctionnant dans la langue, c'est du trait, c'est-à-dire l'élément minimal du 1. C'est pour ça que Lacan l'appelle trait unaire. C'est le signifiant 1 à son état le plus natif, à son état le moins élaboré, mais le plus fondamental et de toute évidence déjà massivement investi de jouissance. C'est pour ça qu'il fait symptôme, par exemple, dans la toute Dora. Non, là, ça ne marche pas. Ce qui fait que les gens n'entendent pas sur le Zoom. Non. Ah, c'est bon, je l'ai. Merci. Donc, dans la toux, c'est l'acte de tout qui fait signifiant. C'est pas le signifiant ça, le tout. trait. Ouais, d'accord. C'est le trait unaire. Ok. Question sur l'écran, dans d'autres villes de France ou au Liban, ou dans la salle. Mais ça, c'est l'effet habituel d'un lourd exposé, la difficulté de prendre parole juste après. Karim? Ah oui, d'accord. Oui. À vous écouter, j'avais envie d'écrire grand S sur J au lieu de grand S sur S comme mouvement. Oui, continuez. Comme premier temps, et puis après, enfin, c'est-à-dire l'idée que cette dévalorisation de l'accrochage du signifiant au signifié vers un accrochage du signifiant à la jouissance. Je comprends ce que vous voulez dire. Mais ce n'est pas possible d'écrire ainsi, même si votre idée est tout à fait exacte, mais ce n'est pas possible de l'écrire ainsi parce que grand S sur petit s, ça veut dire détermination. Or, on ne peut pas dire que le signifiant détermine la jouissance. Il en est, pardon, il en est perfusé, il en est tout plein. Mais ce serait plutôt la jouissance qui a un effet de détermination. Et qui, comme on l'a vu pour la métonymie, vous posiez cette question tout à l'heure, où il y a transfert de jouissance par le biais de signifiants qui en sont tout plein. Donc, on ne peut pas écrire grand S sur J, parce que ça voudrait dire, si on maintient les formules lacaniennes classiques de ce qui est en haut et ce qui est en bas, détermine. On écrit par exemple, comme je le disais tout à l'heure, S1 sur S barré, parce que le signifiant détermine la scission du sujet et, par exemple, dans le processus identificatoire, lui permet d'être au prix d'être comme un autre. Par conséquent, ça ne peut pas s'écrire ainsi, mais ça peut se dire comme vous l'avez fait. Savoir que le signifiant est compénétré de jouissance. Mais ça ne veut pas dire qu'il est dominé, qu'il est dominant par rapport à la jouissance. Voilà, il s'accroche, enfin il est accroché. Alors, qui d'entre vous, sur l'écran ou dans la salle,
va introduire à la discussion la prochaine fois. Il faut se décider là. Pas de timidité. Je fais très très longtemps, il n'y a pas de raison que ce soir ce soit plus difficile. Je veux bien me lancer. Ok, carré. Donc, nous nous retrouvons en mai, c'est-à-dire le 3e vendredi de mai à 19h30. Il se trouve que c'est en plein week-end de l'Ascension, grâce au merveilleux timing qui nous a été imparti cette année du 3e vendredi du mois. Alors, j'espère que vous serez là quand même. En tout cas, moi, je serai là. Et puis, on verra. Est-ce que nos amis du Liban vont venir en mai? Oui? Oui, oui, bien sûr. On l'espère, en tout cas. Oui, Bien sûr. Comment ça va, Bien sûr. Beyrouth? Comment ça Ça va, va, Beyrouth? on est là. On est là. Vous avez du courage. Oui. Merci mille fois d'avoir été là ce soir. Merci à vous, Bernard. Merci à À vous. bientôt. À À très bientôt. bientôt. Au À revoir. bientôt. Bye.